Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers DC Comics. Je voulais faire dans cette vidéo un petit récap de toutes les infos qu'on a eues, que j'ai à ma disposition et que vous pouvez aussi avoir à votre disposition en allant sur internet pour confirmer ce que je vais dire. Mais je voulais faire un petit point de toutes les infos qu'on a eues parce que ça fait plusieurs mois qu'il se passe vraiment des choses chez DC et je voulais donc vous faire un petit point sur ça parce que j'ai lu sur internet qu'il se passait des choses, mais j'attendais de voir la confirmation, j'attendais de voir également ce que ça pouvait impliquer. Et je pense qu'aujourd'hui c'était la meilleure date pour en parler parce qu'il s'est passé deux événements dont je vais parler dans cette vidéo. La première et la plus importante étant l'acceptation, on va dire, par les tribunaux américains, enfin un tribunal américain, de la fusion entre AT&T et Warner, et Warner Bros. Enfin Time Warner, je vais y arriver. Donc cette fusion qui avait été bloquée par le gouvernement Trump parce que il trouvait que ça allait faire trop de pouvoir dans une seule, dans une seule société, je vais y arriver. Même si dans les faits, en fait, la probable raison c'était qu'il voulait pas que CNN, la chaîne contre laquelle il se bat, obtienne plus de pouvoir en devenant quasiment un géant, enfin, en faisant partie d'un géant. Enfin bon, bref, ça c'est de la politique américaine, mais je trouve ça, enfin bref, je trouve ça intéressant. Donc tout ça pour dire que cette fusion, donc, elle a été acceptée par un tribunal, donc qui a dit que le gouvernement américain n'avait pas le droit de s'interposer, d'interdire cette fusion. Donc cette fusion est en route et elle devrait intervenir selon l'info que j'ai lu dans l'article du Monde. Elle aura lieu avant, enfin au plus tard le 20 juin. Donc ça arrive vraiment très vite. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, mais ça arrive vraiment très vite. Ce qui me fait penser qu'il y a vraiment des choses se sont déjà mises en place du côté de Time Warner et de AT&T et qu'ils ont déjà un plan de manœuvre, enfin un plan de, comment dire, un plan d'action, on va appeler ça comme ça, et qu'ils ont déjà décidé de certaines choses et que du coup dès le 20 juin tout va vraiment être lancé, tous les feux vont passer au vert et là ça va être parti. Pourquoi c'est si significatif? Déjà, je pense que c'est une bonne chose en tant que pour nous fans pour nous fans de DC, ça peut être une bonne et une chose un peu plus contrastée. Moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que maintenant que DC fait partie d'un grand, ils vont plus avoir peur. Normalement, j'espère, de Marvel, ils vont plus avoir peur de la puissance de Disney. Et ils vont pouvoir vraiment se lancer à peu près dans toutes les choses dans lesquelles ils y allaient un peu à reculons. Je pense aux jeux vidéo, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Je pense aux streaming services donc, qui veulent lancer. Je pense également et surtout aux films. Le DC Extended Universe n'aura plus cette optique de vraiment, faut que les films restent dans un budget relativement raisonnable et s'il dépasse le budget, il faut vraiment qu'il soit rentable. Là, je pense que ça sera plus contrôlé et de façon un peu plus illimitée. C'est-à-dire que je crois que j'ai peur de dire des bêtises parce que j'ai peur de confondre les chiffres, mais il me semble que la société que va enfin, AT&T et Time Warner vont du coup peser un truc comme 284 milliards, je crois, de dollars. Et en gros, ils vont être en concurrence avec Google et Facebook, donc c'est quasiment des moyens illimités à ce niveau-là. Je pense que des films vont vraiment sortir beaucoup plus souvent, avec beaucoup plus de budget. Donc le DC Extended Universe pourrait être lancé. Quand je dis lancé, ça pourrait être relancé en fait. Parce que c'est possible que vu qu'AT&T arrive, ils vont peut-être mettre leur propre gain en leur disant écoutez, tout ce que vous avez fait pour l'instant ça nous a pas plu, maintenant on veut tout foutre de côté. Le problème avec ça c'est que est-ce qu'ils pourraient faire ça alors que Suicide Squad a engendré vraiment des personnages très populaires comme le Joker, comme Harley Quinn, et que Wonder Woman est l'un des personnages aujourd'hui à mon avis les plus populaires en termes de comics. En tout cas sur grand écran. Donc il y a vraiment des choses qui vont être intéressantes et pourquoi je vous ai parlé de la date du 20 juin et pourquoi j'ai voulu la vérifier parce que je pense que justement euh, les infos, enfin les plans de AT&T pourraient être révélés assez rapidement et je pense que dès la Comic Con qui a lieu début juillet, si je me trompe pas, dès la Comic Con on pourra avoir un aperçu de l'effet AT&T on va dire avec des annonces de films. Apparemment, il y avait déjà une rumeur comme quoi Walter Hamada avait et toute la clique qui s'occupe du DC Extended Universe avait un programme vraiment établi et ils attendaient la Comic Con pour l'annoncer. À mon avis, ils attendaient peut-être pas la Comic Con, mais ils attendaient juste de savoir si TNT les reprenait pour là, voilà, mettre le feu vert encore une fois à tous les projets
qui peuvent être vraiment ambitieux, bah, comme le film Lobo, parce que peut-être que recruter Michael Bay ça coûte assez cher. Lobo, c'est également un film qui peut exploser le budget, avec toutes les explosions, les voyages dans l'espace, etc. Je pense également à New Gods, qui peut être un film vraiment très cher, hein, une suite de Superman également, évidemment. Donc voilà, tout ça, ça va être assez intéressant de voir ce que AT&T va produire, mais je pense que ça va être une bonne chose dans le fait que dans l'aspect où il va avoir vraiment beaucoup de contenu. Je pense qu'il va arriver dans les 1 ou 2 ans qui arrivent en termes de, enfin pour nous les fans de DC. C'est-à-dire que là, on va plus avoir je pense qu'avec AT&T derrière, on n'aura plus ce genre d'année où il se passe rien, où on n'a aucun film, on doit attendre décembre pour avoir Aquaman. Je pense que là vraiment ça va être la dernière année où on a ce genre de choses parce que je pense que encore une fois le géant que va devenir AT&T va vouloir taper dans la même catégorie que Disney et leur montrer que voilà montrer également ses muscles et donc si Disney arrive avec 3 4 films par an de super-héros bah, ils répondront pareil voire peut-être même plus fort. Donc voilà ça va être assez intéressant. Ce qui me fait peur c'est qu'il y ait le côté qui me paraît être contrasté c'est justement si AT&T arrive en disant nous, ce qu'on veut, c'est juste du contenu. On s'en fout du contenu de qualité, on s'en fout de ce que vous avez prévu jusque-là. Nous, on veut juste du contenu, donc on va mettre notre propre gars, ou notre propre personnel qui va dire oui à tous nos projets, et qui s'en fout de ce que vous avez fait, qui n'est pas fan des personnages de comics, mais qui ne cherche que le côté business et à produire le plus de films possible pour faire rentrer le plus d'argent possible. Et que du coup, les films deviennent tombent dans une sorte de routine un peu mécanique, un peu euh, avec toujours la même formule, un peu répétitif. C'est ça qui me fait peur. Le point positif, c'est par exemple le streaming service que DC veut lancer. Je pense que des shows comme Titan vont vraiment bénéficier de l'appui de AT&T. Parce que c'est vrai que les images de tournage, je vous en avais pas parlé, mais c'est vrai qu'elles font peur quand même. Où on voit Starfire, Beast Boy et Raven qui sont juste déguisés en cosplay, ça faisait vraiment flipper. Euh, c'est peut-être également pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles également sur la série Swamp Thing, euh, qui encore une fois, l'appui financier de AT&T ne peut que aider. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait toutes ces séries ont été annoncées pour dire que quand c'était du genre un peu on va dire des placeholders, c'est-à-dire on les met là, comme ça si la fusion arrive avec AT&T, vous savez qu'ils arriveront. Mais par contre si c'est refusé, bah, on sera obligé de revenir en arrière en disant que le projet est trop ambitieux ou des choses comme ça. Mais maintenant l'ambition n'a plus de limite. En fait, c'est ça que je trouve assez intéressant. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de films. Donc je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup plus de films, peut-être un reboot du DC Extended Universe. Et s'il n'y a pas de reboot, à des projets encore plus ambitieux. Voilà, ça va être un bon point positif. Pour les séries, je pense que toutes les séries vont également maintenant passer sur le streaming service. Ça m'étonnerait pas qu'on ait de moins en moins de séries sur la CW par exemple. Euh, donc des séries qui seront peut-être plus maîtrisées avec moins d'épisodes. Euh, genre peut-être 12 épisodes par saison, mais voilà, qui seront plus maîtrisés et qui du coup auront un certain degré de qualité, en tout cas je l'espère. Euh, et donc maintenant je voulais aborder le point qui m'a le plus dérangé, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler, enfin le deuxième événement dont je voulais vous parler. C'est le fameux jeu Superman de Rocksteady. Si vous me suivez sur Twitter, je tweete pas souvent, c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment dû sortir de mon hibernation, on va dire, parce que il y a l'E3 qui s'est déroulé. Donc l'E3, c'est le plus grand salon des jeux vidéo de la planète et qui a lieu tous les ans à Los Angeles en début juin. Et il y avait des rumeurs comme quoi Rocksteady, donc ceux qui ont fait Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight, qui sont les 3 jeux qui ont vraiment tout simplement défini le genre de super-héros en termes dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que maintenant, quand, euh, quand un super-héros sort sur console, il se base sur le gameplay de Batman, il se base également sur le monde ouvert de Batman. Il suffit de voir le dernier Spider-Man, c'est quasiment typiquement, avec un peu plus de verticalité, mais c'est quasiment typiquement Batman Arkham City. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment un studio qui a vraiment réinventé le genre du super-héros, qui a vraiment donné un nouveau souffle, peut-être même donné le premier véritable souffle selon moi
des super-héros dans le monde du jeu vidéo. Et donc ça fait depuis Arkham Knight qu'on n'entend pas, qu'on sait pas ce qu'ils font. Ils ont fait un jeu qui s'appelle également Batman Arkham Vert, mais qui durait 1 heure et demie, et qui était juste une démo technique en fait pour la réalité virtuelle, qui est pas non plus, enfin qui est bien, mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit, c'est un jeu d'1 heure et demie, donc ils ont dû mettre 6 mois à le développer ou quelque chose comme ça. C'était pas non plus un gros projet, donc ça fait 5 ans qu'on attend de savoir ce qu'ils vont développer. Les rumeurs de plus en plus insistantes étaient qu'un jeu Superman allait être présenté à l'E3. C'était le moment parfait, selon moi, pour le présenter, encore une fois, parce que si DC veut véritablement entrer dans la guerre qu'ils ont enfin, dans la guerre contre Marvel, il fallait répondre maintenant au Spider-Man qui sort en septembre. Alors que, bah, du coup, bah, DC, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu chié dessus, c'est-à-dire ils ont décidé de rien montrer. C'est-à-dire qu'ils ont encore une fois traversé le 3 sans le jeu Superman. On parle même plus du jeu Batman Arkham Legacy, c'est comme ça que je l'ai appelé, avec Damian Wayne en tant que Batman. C'est même plus, enfin, on a l'impression que c'est même plus dans les tuyaux, ça a probablement été annulé. Euh, donc encore une fois, ils ont laissé libre champ à Marvel de montrer Spider-Man, sans rien proposer derrière, sans proposer aucune concurrence, alors qu'encore une fois, ça fait 5 ans que Batman Arkham Knight est sorti, et je ne comprends pas que le jeu, s'il a fuité, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont préparées, et je comprends pas qu'il ne l'ait pas montré maintenant, quoi. C'est comme s'ils avaient peur que leur jeu allait être un peu passer inaperçu à côté de Spider-Man, alors que je veux dire, c'est Superman, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend un jeu Superman. Moi, je suis pas fan du perso, mais rien que de savoir, enfin, j'aimerais bien découvrir ce qu'ils ont proposé avec un jeu Superman. Et, bah, ils ont rien montré, donc je trouve ça vraiment, vraiment décevant, et je trouve ça vraiment petite frappe, quoi. C'est-à-dire que si, je veux dire, s'il y a eu des fuites, si ça fait 5 ans que le jeu Batman Arkham Knight est sorti et que ça fait 5 ans qu'ils ont développé leur nouveau projet qui est le jeu Superman, c'est pas normal qu'ils aient rien à proposer. Ils ont évidemment quelque chose à montrer, ils ont évidemment des phases de gameplay, ils ont au moins une cinématique à proposer pour annoncer le jeu, pour dire on reste là. C'est-à-dire qu'une Justice est sortie, certes, une Justice 2 est sortie il y a un an, certes, mais on a quelque chose à côté de Spider-Man à vous proposer. Il y a pas que les héros Marvel qui arrivent dans le monde du jeu vidéo, parce que je vous rappelle qu'en plus du jeu Spider-Man, il y a également un jeu Avenger qui va sortir, qui a aussi traversé l'E3 comme un fantôme. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage de ne pas profiter de l'E3, du plus grand salon de jeux vidéo, pour juste, entre guillemets, enfin je vais parler de façon un peu triviale, mais de poser ses couilles sur la table en disant bah écoutez, vous avez Spider-Man, nous on a Superman, et on n'a pas peur de l'affrontement. Mais ils n'ont pas fait ça, donc je trouve ça vraiment dommage et limite inquiétant en termes d'ambition de la part de DC. On a l'impression qu'ils commencent à même douter de leur plus grand super-héros, quoi. Même de Batman, on a l'impression qu'ils en doutent parce que The Batman, ils veulent pas trop communiquer dessus. Est-ce que Ben Affleck reste, est-ce qu'il part, on sait pas. Est-ce que c'est un reboot ou pas, on sait pas. Vraiment, il va falloir qu'ils se réveillent, parce qu'il y a une sorte de tendance, je trouve, en tant que fan de DC, qui m'inquiète. C'est que j'ai l'impression qu'en termes comment dire, de la connaissance de la pop culture, aujourd'hui, les héros Marvel commencent à passer devant les héros DC, et je suis sûr que ouais, d'ici 10-15 ans, si ça continue comme ça, les héros Marvel, Iron Man, Thor, seront plus connus que Batman et Superman, ce qui est quand même très bizarre et très dérangeant, parce qu'on se demande en fait ce que fout DC, quoi. Et c'est juste qu'ils ont peur d'aller en frontal face à Marvel, que ce soit dans les jeux vidéo et surtout dans les films. Ce qui laisse le champ complètement libre, encore une fois, à Marvel sur ces deux aspects-là. Donc voilà, c'est dommage, et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant, voilà, des différentes manœuvres personnelles qu'il y a eu chez DC. Alors, c'est assez compliqué, mais ça fait depuis février-mars, que je suis tombé sur ces infos, et j'attendais de voir si elles se vérifiaient, elles se sont vérifiées. C'est qu'il y a des tensions dans les grandes pontes de DC. Pour tout vous dire, en fait, pour tout vous expliquer, il y a deux co-éditeurs chez DC. C'était ceux voilà, qui décidaient, c'était ceux qui étaient en haut de la pyramide. Enfin, pas tout en haut, parce que tout en haut c'était Diane Nelson qui a quitté son poste également.
étrangement. Euh, C'était donc c'est toujours Dan Didio et Jim Lee. Dan Didio était plus responsable du côté scénariste, etc. Lui, Jim Lee, j'ai l'impression qu'il joue plus le rôle du diplomate. euh, En gros, c'est Dan Didio qui, euh, qui choisit les histoires, qui propose les histoires, c'est Jim Lee qui doit, entre guillemets, les présenter à ses équipes. Je suis pas à l'intérieur de DC, donc je dis ça de façon comme ça, parce qu'en fait, les rumeurs, c'était que Dan Didio était en grand conflit avec Geoff Jones, et on va dire les apprentis de Geoff Jones, que sont Scott Snyder, il y en a beaucoup d'autres jeunes auteurs de DC, que Geoff Jones a pris sous son aile. Et le problème venait principalement de Rebirth. C'est-à-dire que Dan Didio voulait un reboot complet, voulait que le New 52 s'arrête complètement, parce que voilà, il trouvait que ça avait foiré, que c'était vraiment pas bon, et il tenait personnellement responsable Geoff Jones de ça. Et du coup, Geoff Jones, lui, voulait pas forcément admettre que le New 52 était une erreur. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les interviews où il parlait de Rebirth, c'est pas un reboot, ça n'a jamais été prévu comme un reboot, ce n'est pas un reboot, etc. Parce que au final, c'est son image de marque qui était touchée s'il y avait un reboot complet après 3 ans après la sortie du New 52 qu'il avait lui-même piloté. Donc il y avait un conflit entre ces deux personnes-là, et ça a affecté beaucoup de choses chez DC. Et on voit encore les ramifications aujourd'hui. Et surtout, on voit les effets aujourd'hui. Donc, Diane Nelson, qui était au-dessus de Dan Didio et Geoff Jones, a quitté son poste. Dans la foulée, c'est Geoff Jones qui quitte son poste. Donc, est-ce que Dan Didio a gagné la guerre interne? Je sais pas. Il y avait également, enfin, l'histoire est un peu plus compliquée parce qu'il y avait également un problème entre Didio et Geoff Jones en termes des héros qui vont être lancés là, les nouveaux héros qui ont été lancés, je sais même plus comment ce groupe s'appelle. En gros, c'est 6 nouveaux héros qui ont été lancés, et je crois que Geoff Jones en voulait pas. Et c'est Dan Didio qui a pris la décision unanime, enfin de son côté, unilatérale, on va dire ça comme ça, de lancer ces héros sans vraiment l'aval de Geoff Jones, qui était juste quasiment à égal avec lui. Donc il y avait des grandes tensions chez DC, à l'intérieur de la branche comics en tout cas de DC. Et donc cette tension ont abouti probablement sur le départ de Dan Nelson et de Geoff Jones, qui est donc remplacé dans son rôle de directeur de la création par Jim Lee, qui confirme un peu le côté, à mon sens en tout cas, diplomate de Jim Lee, qui va être là pour apaiser le feu. Ça a des conséquences sur les histoires, sur Rebirth notamment, parce que du coup on va se demander qu'est-ce qui va advenir de Rebirth maintenant que Geoff Jones est parti, parce que c'était lui le pilote derrière ça. Il est pas fort, enfin il arrête pas d'écrire des comics pour DC, mais c'est plus lui qui va avoir les décisions, qui va prendre les décisions. Il va juste en gros il va être relégué au rôle de simple scénariste. Après il a pris un rôle un peu plus comment dire, un peu plus varié, c'est-à-dire qu'il va être scénariste de comics, il va être scénariste de séries télé et de films. Donc c'est lui qui écrit Green Lantern Corps, c'est lui qui s'occupe également il va s'occuper apparemment un peu plus de la série Flash. Il va également s'occuper un peu plus de la série, je crois que c'est The Killing Machine, enfin The Kingman ou un truc comme ça, qui est annoncé pour le service de streaming. Enfin, il a quasiment, j'ai vu tout ça tout à l'heure, il a une quinzaine de projets qui sont listés sur son site. Donc il va être assez occupé, mais encore une fois, il va pas prendre les décisions, il va juste prendre les décisions pour, ce, euh, pour ces œuvres-là, et encore, il va juste faire partie de ces œuvres-là, il va pas les créer, c'est pas lui qui va avoir le mot final. Donc tout ça pour vous dire que voilà, donc pour Rebirth, ça pose de grosses questions, et ça peut aboutir par contre sur quelque chose qui se voit venir de plus en plus, et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose, mais que au final la place de Geoff Jones soit récupérée par Scott Snyder, qui prend de plus en plus de place dans les comics, dans la branche comics de DC, puisque son Batman Metal s'est transformé d'un arc en Batman à un arc complètement sur l'univers tout entier
de DC, enfin qui a des impacts sur l'univers tout entier de DC, alors que ça devait à la base être des impacts que sur le monde de Batman. Là aujourd'hui il a repris en main la série Justice League, il a créé son propre roster de la Justice League en envoyant balader un peu tout le reste. Donc voilà, c'est probablement lui qui va devenir la nouvelle figure pensante de DC. Mais cette guerre, j'ai peur que cette guerre interne en fait ait fait pas mal de mal. C'est-à-dire que j'ai peur que pour tous les défauts que Geoff Jones avait, je trouve quand même qu'il avait vraiment une part non négligeable dans le succès de beaucoup d'œuvres de DC. Donc je trouvais ça dommage en fait que cette guerre les fait partir parce que Dan Didio, lui, il n'est pas forcément réputé pour prendre de grandes décisions. Et que ce soit lui qui gagne en gros, c'est pas une très bonne chose selon moi. C'est d'ailleurs probablement lui qui a fait venir Brian Michael Bendis de Marvel jusqu'à DC. Enfin, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Le temps nous le dira, mais voilà, c'est vraiment des choses qui m'embête un peu en fait de savoir que déjà que DC va pas forcément bien et que au moment où il commençait à se redresser, bah, ils se foutent sur la gueule. Au moment où ils commençaient à se redresser avec Rebirth, ils se sont foutus dans la gueule, sur la gueule l'année qui a suivi. Et du coup, bah, ça, c'est en train de foutre en l'air un peu toute leur division comics et qui, du coup, ça a des répercussions sur les films également parce que Geoff Jones, je pense, était fragilisé à l'intérieur de DC Comics et du coup, il avait moins de poids sur la division film, ce qui a donné Justice League, etc. Donc, après, ça, c'est que de la spéculation mais, de ma part, mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage ces guerres intestines chez DC où on a l'impression qu'il manque vraiment un leader et peut-être que c'est au final la TNT qui va apporter ça, qui va placer un leader et qui va dire de toute façon maintenant c'est nous qui décidons et vous avez plus votre mot à dire et c'est peut-être d'ailleurs pour ça également que Geoff Jones est parti comme par hasard un jour avant à quitter son poste, comme par hasard un jour avant que NTNT arrive. Peut-être qu'il sentait le, on va dire le mouvement de la guillotine arriver sur sa tête. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc je suis désolé, je suis un peu parti dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous parler un peu de tout ça. Je suis sûr que j'oublie des choses, mais ça me reviendra dès que j'aurai arrêté cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur toutes ces infos. Qu'est-ce qui vous excite le plus euh, par rapport à la fusion entre AT&T et Time Warner? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Voilà, comment vous voyez l'avenir chez DC Comics? Est-ce que vous vous en foutez complètement de la division comics ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur cette chaîne consacrée à DC. La prochaine ça sera sur un focus un peu sur le personnage de Flash qui je le pense est à la croisée des chemins et qui mériterait un peu plus d'attention à mon avis de la part de DC. Donc voilà, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.